changer quoi que ce soit à la constitution du lycée, mais vous aurez votre troisième mandat si vous le voulez bien. Euh, et merci également à tous les aînés qui sont là aujourd'hui. Je vois Véronique qui est là, elle est cadre supérieur à la Société Générale, une belle réussite. C'est une sœur de promo, on a fait la même promotion. Elle est là. Je vois également Landry. Landry, il est assez, je veux dire, il est très modeste. Et j'ai connu Landry parce qu'un jour on m'a dit, tu sais quoi, il y a un cadet ici là, il vient du lycée scientifique comme toi, il est très fort. Hein, c'est comme ça que j'ai connu Landry. Il faisait ses études d'actuariat et on avait des amis communs qui disaient waouh, tu as un petit frère ici, il est assez brillant. J'ai dit ben montre-le-moi. Et comme ça que j'ai connu Landry à Paris, on est resté amis. Il est très très brillant. Je pense que tous ceux qui veulent embrasser des carrières d'actuaires, de mathématiciens, des assurances, comme ça qu'on les appelle, ils peuvent se rapprocher de Landry pour savoir comment il a fait et qu'est-ce qu'on fait quand on est actuaire. Merci beaucoup d'être venu avec la famille d'ailleurs. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci à tous les cadres, à tous les anciens du lycée, à toutes les autorités, tous ceux qui ont fait le déplacement, au corps enseignant et à tous les responsables de l'INP et également aux enseignants du lycée scientifique qui ont pu faire le déplacement. Et je vois au troisième rang des hommes en treillis, pas de femmes parmi eux, mais des hommes en treillis. Et merci beaucoup d'être là. Ça me rappelle les États-Unis quand j'étais à la fac, on faisait des cours avec des militaires. Merci beaucoup. Un grand merci au secrétaire général de la présidence, le frère Abdourahmane Sissé, qu'on a baptisé AS 22. Le secrétaire général de la présidence, il vous ressemble. Il aurait pu faire le lycée scientifique, il a fait le lycée de Grand Bassam, il a fait de brillantes études après et il fait une très brillante carrière, d'abord dans la banque et ensuite au service de l'État. C'est un grand commis de l'État et un collaborateur très proche du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Merci à lui d'avoir accepté une énième fois de soutenir le lycée scientifique. Merci à lui pour tous les cadeaux qu'on va offrir tout à l'heure. Il aurait vraiment aimé être là. Il n'a pas pu, compte tenu de ses charges, on ne peut pas lui en vouloir, vu le niveau de responsabilité qu'il a. Il a bien voulu me désigner pour le représenter modestement et je suis très heureux de cela et j'aimerais qu'on l'applaudisse. Je voulais pas faire un discours formel, parce que faire un discours formel ne va pas trop vous profiter. Ce que je voulais faire, c'est vous dire quelques mots avant le panel. Le premier mot, c'est qu'est-ce que moi, le lycée nous a apporté à nous tous. Ce que je sais du lycée, c'est que c'est un laboratoire pour forger des cadres, mais également pour forger des hommes et des femmes. Le lycée nous a appris certaines choses qui nous profitent aujourd'hui, et je voudrais d'abord que vous en preniez conscience. Vous êtes au lycée, peut-être il y en a qui quittent le lycée cette année, il y en a qui y sont encore. Moi, la première chose que le lycée m'a apprise, c'est la modestie. Ça, c'est important pour vous aujourd'hui, mais également, ça sera important pour vous demain. La modestie, comment? Quand on est le meilleur élève de son collège, quand on a été toujours le meilleur et qu'on vient parmi les meilleurs, et qu'on arrive au lycée, qu'au premier devoir de maths, vous avez moins de 12, moins de 15, moins de 10, vous devenez modeste. Voilà. Vous commencez à marcher normalement, à baisser la tête et à réfléchir sur vous-même. Est-ce que vous allez échouer? Est-ce que vous allez réussir? Vous pleurez un coup et puis après vous vous mettez au travail. Donc cette modestie-là, j'aimerais qu'elle ne vous quitte pas tout le long de votre parcours. La deuxième chose que le lycée m'a apprise et qui me profite aujourd'hui énormément, c'est l'amitié. C'est au lycée que j'ai fait mes meilleurs amis et mes amis qui m'accompagnent aujourd'hui. Je viens de faire venir un d'entre eux à mes côtés à la primature pour être le responsable d'un département que j'ai créé à la cellule PPP. C'était mon voisin de chambre quand nous étions à l'internat en seconde. Voilà. Et nous sommes restés amis, nous nous sommes épaulés. Et si j'ai fait appel à lui, pas parce qu'il était mon ami, mais parce qu'il est bon. Mais également parce que j'ai gardé une grande amitié avec lui et je sais qu'il pourra faire ce pourquoi je l'ai fait venir. Pour vous dire,
la valeur des amitiés que vous allez nouer pendant que vous êtes encore au lycée et plus tard. C'est très, très, très important, l'amitié. La troisième chose que j'ai apprise au lycée, c'est le travail. J'étais au collège, je faisais un peu moins de décapi. Au lycée, j'en ai fait beaucoup plus. J'ai fait beaucoup plus de décapi. On est peut-être les seuls lycées où on vous pourchasse, on vous demande d'aller dormir. Les autres élèves, on leur dit de travailler, vous, on vous demande d'aller dormir. Donc ça m'a appris le travail, et ce travail, c'est très important. Avoir une grande capacité de travail, ça sera très important pour vous, pour la suite, pour ceux qui vont faire des prépas et autres choses, mais également dans la vie. Je suis l'un des proches collaborateurs du Premier ministre. J'ai jamais vu quelqu'un qui travaille autant, malgré qu'il est Premier ministre. On s'est quitté hier chez lui à 21h. Quand je quittais chez lui à 21h, il y avait un ministre qui venait d'arriver. Je suis sûr qu'il ne s'est pas couché avant 1h du matin. Il avait porté un costume. On lui a dit, ah, mais patron, quand vous êtes à la maison, vous pouvez enlever le costume maintenant. Il me dit, mais je savais même pas que j'avais un costume sur moi. Tellement il était encore dans le travail. Il était en cravate et en costume chez lui à la maison. Je vous dis, le travail, c'est fondamental. Et avoir une capacité de travail, c'est fondamental. On en parlera tout à l'heure. Et ça, le lycée est une chance parce qu'il nous apprend à beaucoup travailler, à avoir cette capacité de travail pour la prépa et la suite. Donc ça, voilà des choses que j'ai apprises au lycée, et je pense que vous êtes encore au lycée. Ce que je voudrais, c'est que vous en ayez conscience. L'autre chose pour moi qui a été très important, qui est très important pour tout le monde et qui m'a guidé après, qui doit vous guider, pour moi, c'est l'accès à l'information. Je vais vous faire une anecdote. Quand je quittais le lycée, on m'a proposé une bourse. Je suis allé en France avec une bourse d'État que j'ai obtenue au lycée. On m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard. J'ai dit je vais faire une prépa HEC. Est-ce que vous savez comment j'ai décidé de faire une prépa HEC? Parce que j'avais vu un livre une semaine avant, c'était marqué prépa HEC. Voilà. C'est comme ça que j'ai choisi. Le censeur nous a fait venir, nous qui étions bénéficiaires de la bourse. Toi, tu veux faire quoi? Le major de notre promo, lui, il dit il veut être prof de maths. On dit toi aussi. Arrête ça. Véronique se souvient de lui. Il tapait. Son papa était instituteur, je crois. Donc, il était le meilleur de la promo, tellement l'un des meilleurs en maths. Et il n'avait pas accès à l'information. Donc, on nous a fait venir comme ça. Le censeur nous a appelés. On dit, toi, tu as droit à la bourse, mais tu veux faire quoi plus tard? Et puis, on note. Moi, j'ai dit prépa HEC. J'avais vu un annal. C'était marqué prépa HEC. Ça, c'est bien. Tu vas faire ça. Lui, il dit, il veut faire prof de maths. On dit, non, tu es trop intelligent pour faire ça. Tu vas faire autre chose. On a dû lui, etc., etc. Je vous dis ça parce que c'est très important. On vient pas tous de familles où il y a des gens qui ont suivi notre parcours, qui peuvent nous conseiller. Il y a plein de gens de mon époque, en tout cas, qui venaient encore qui avaient jamais été même à Abidjan, qui venaient des villes modestes, qui venaient des villages, mais ils étaient brillants. Donc, ils n'avaient pas dans leur entourage des gens qui pourraient leur distiller la bonne information. Donc, on n'avait pas la bonne information. Ça, c'est capital. L'information est capitale. Deuxième anecdote. Vous connaissez certainement Thiam. Il est brillant. Premier polytechnicien ivoirien. J'ai été très proche de son grand frère, paix à son âme, qui est décédé maintenant, Daouda Thiam, qui était conseiller spécial du président de la République. Il voulait me recruter à l'époque pour faire Diamond Bank, ça n'a pas marché, pour plein de raisons. Et à l'époque, il m'a expliqué, je lui ai dit, mais grand frère, vous êtes une famille d'icônes, lui, il a fait chimie Paris. Donc, comment vous avez fait et comment votre petit frère a fait? Il m'a dit, mon fils, c'est pas très compliqué. Moi, j'étais le premier de la famille. Comme j'étais le premier de la famille, l'aîné, j'avais pas beaucoup d'informations sur comment se passent les prépas. Quand je suis arrivé en France, je me suis débrouillé par moi-même. J'ai pu faire chimie Paris, la première école de chimie de France quand même. Hein, on peut l'applaudir, il est décédé maintenant. Il savait pas très bien comment ça se passait les prépas. Donc il a découvert le système, il a fait chimie Paris. Il dit, bon, maintenant j'ai un peu compris. Quand son petit frère est arrivé, Aziz, Thiam, le grand frère avait déjà fait le système prépa. Le grand frère avait l'information, il savait comment ça se passait. Il savait comment se préparer. Le grand frère a préparé le petit frère pour faire, je crois, Central Paris. Quelque chose comme ça. Donc mieux que l'aîné. Et puis, est venu le troisième, que vous connaissez le plus. Vous connaissez le plus. Ce troisième, il va bénéficier de l'expérience du premier et de l'expérience du second. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait Polytechnique. Mieux que les deux premiers. Donc, à chaque fois, grâce à l'information,
Ils ont capitalisé et les premiers ont été les seconds. Ils sont allés en escalier, comme ça. Voilà. Donc l'information, ce que vous devez faire, qui vous conseille est clé. Là, je prends l'exemple de la famille Thiam. C'est exactement ce que m'a raconté l'aîné Daouda Thiam. C'est très important. L'accès à l'information. Vous avez une chance que nous n'avons pas eue. Quand j'étais au lycée, il n'y avait pas Internet. Et mon père est imam. Donc, bon, pas trop me conseiller sur des prépas. Pas trop son dada, etc., etc. Mais on n'avait pas autant d'informations que vous. Vous avez plus qu'Internet aujourd'hui. Vous avez Chat GPT. Vous lui demandez, il vous dit tout il vous dit tout sur tout. Il sait tout sur tout. Nous n'avions pas ces informations. Donc, ces journées carrières où vous rencontrez les aînés sont clés. Et votre entourage est clé. Sachez mettre à profit l'information. Avec l'information, vous pourrez accéder à tout. Avec la mauvaise information, vous allez faire des erreurs. La dernière chose sur ce chapitre, c'est le savoir. Tout ce que vous allez apprendre va vous profiter. Tout ce que vous allez apprendre est profitable. Tout. Que ce soit l'espagnol, que ce soit la philosophie, que ce soit les mathématiques, tout ce que vous allez apprendre va vous profiter. Donc ne négligez rien. Vous êtes fort en mathématiques. Quand vous allez aller en prépa en France, vous allez avoir des gens qui sont peut-être aussi forts, voire plus forts en maths que vous. Si vous n'êtes pas bon en anglais, la différence se fera sur l'anglais. Si vous êtes mauvais en français, eh bien la différence se fera en français puisque vous allez être avec des gens qui sont aussi forts en maths que vous ou en physique que vous. Si vous êtes plus fort en français, si vous écrivez mieux au concours, ça fera la différence. Donc ne négligez rien. Moi, je me souviens, j'ai fait une grande école de commerce en France. Ce qui a fait peut-être la différence, c'était les oraux. On passe les oraux. J'avais de bonnes notes à maths, et on va aux oraux. À l'oral, on me pose une question sur Einstein. Quelle est la vie de Einstein? Une citation de Einstein. Donc, comme au lycée scientifique, j'adorais la culture et que j'étais apprenti génie en herbe, j'étais dans l'équipe réserve du lycée, j'avais bossé la vie de Einstein par cœur. Voilà. Donc, le hasard faisant les choses, vous imaginez, des années après, en prépa, je me souviens, c'était en plein Paris, dans une salle avec des anciens de l'école, on fait les oraux, et je tire au sort le sujet, et je tombe sur Einstein. Et je me souviens que j'étais apprenti génie en herbe, et j'ai bossé la vie d'Einstein. Donc, quand j'ai préparé et que je suis venu leur parler d'Einstein, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ils se sont dit, monsieur petit Africain, il a dit ça, tout ça comment? J'ai eu, je crois, 19 à l'oral sur 20. 19 à l'oral. Donc, j'aurais jamais cru que le fait de m'intéresser à la culture générale au lycée scientifique, de vouloir faire génie en herbe, un jour, ça allait être déterminant dans ma vie. J'aurais jamais cru. Vous voyez, tout ce que vous allez apprendre va vous profiter. Tout ce que vous allez apprendre. Donc, ne négligez rien, surtout pas la culture générale. Parce que quand vous serez dans un groupe où tout le monde fait la même chose que vous, il va falloir trouver des choses pour vous distinguer, pour vous différencier. Ça sera tout le reste. Donc voilà le message clé que je voulais vous donner, au lieu de faire un discours formel. Je vais vous donner des éléments qui ma foi, je souhaiterais qu'ils vous profitent aujourd'hui et demain. En tout cas, je vais finir là par remercier tous ceux qui ont eu l'idée d'organiser des journées carrière pour les élèves du lycée scientifique. Nous, on n'a pas eu ça. Nous, on n'a pas eu ça. Véronique est là, elle peut témoigner. On n'a pas eu ça. On s'est débrouillé comme on a pu. Ceux qui étaient d'une certaine famille, on fait avec. Voilà. Et vous avez cette chance d'avoir des aînés investis pour vous et qui organisent ce genre de journée, qui prennent de leur temps, qui viennent de très loin. Donc, ils sont vraiment à remercier. J'espère que Dieu agira dans leur vie comme il agit aujourd'hui, comme eux le font pour vous. Vraiment profitez de ces journées-là. Profitez de ces journées. Profitez de toutes les informations qu'on va vous donner pour pouvoir mieux orienter. Mais l'école, ça ne sera jamais tout. L'école, ça ne sera jamais tout. La vie est très longue. Ceux qui sont les meilleurs aujourd'hui à l'école, les meilleurs en maths, c'est pas ceux qui soient les meilleurs demain. Il y a plein d'autres choses à apprendre, beaucoup d'attitudes à avoir. Les 5 choses qu'il faut dans la vie, sur lesquelles je vais vraiment terminer rapidement. La première chose, c'est être intelligent. Je n'ai jamais vu un riche qui n'est pas intelligent. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu un riche idiot. Il n'est peut-être pas intelligent de l'école, mais il est intelligent dans la vie. Il est intelligent dans les affaires. La deuxième chose, c'est le travail. Si vous êtes intelligent, que vous ne travaillez pas, vous n'irez nulle part. Le Premier ministre fait partie des gens les plus intelligents de ce pays. C'est pas parce que
je suis son collaborateur que je lis, tout le monde est unanime là-dessus. Mais peut-être qu'il travaille plus que nous tous, sinon il n'y arrivera pas. Être intelligent sans travail, c'est zéro. Le ministre Abdourahmane Sissé, pareil. Le président de la République, n'en parlons pas. Tout le monde sait que quand il est arrivé, tout a changé en 90. À 7 heures du matin, il était au travail. Voilà. Intelligent, sans travail, zéro. Intelligent, travail. La troisième chose que vous devez avoir, vous savez c'est quoi? Je vais vous dire, c'est être bien organisé. Si vous êtes intelligent, si vous travaillez, si vous êtes mal organisé, vous n'irez nulle part. Un jour, j'étais avec le DG de la police, l'année dernière, un cousin. Je lui dis, mais cousin, mais chez toi, on est deux, tu es avec tes téléphones, tu gères toute la sécurité de ce pays, tu es zen comme ça. Mais tu devais être inquiet, hein, stressé, il se passe quelque chose quelque part. Il dit, je ne suis pas inquiet ni stressé. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a pas dit qu'il est intelligent ni qu'il travaille plus que. Il a dit, Moussa, tu sais, je suis très organisé. DG Police Kouyaté Youssouf, le général Kouyaté, je suis très organisé. C'est ça qu'il a mis en avant. Il faut être organisé. Ça s'apprend d'être organisé. Et si vous n'êtes pas organisé, ça va pas marcher. La troisième chose, la quatrième chose maintenant, c'est, il faut avoir une bonne équipe. Personne n'y arrive seul. Personne. Le président, il n'est pas seul. Il a un vice-président. Il a toute une équipe. Le premier ministre et ceux qui sont dans les entreprises, c'est pareil. Le DG de l'INP, il n'est pas seul. Le DG du lycée scientifique, le proviseur, le DG Talibi, il n'est pas seul. Il sait il n'est pas seul. S'il n'a pas une équipe, il ne peut pas faire de la promotion immobilière. C'est pas possible. Vous devez avoir une bonne équipe. Et si vous n'avez pas d'équipe, si vous êtes membre d'une équipe, vous devez savoir travailler en équipe. Sans une bonne équipe, si vous ne recrutez pas bien vos collaborateurs, vous n'irez nulle part. Parce que vous ne pourrez jamais faire tout seul. Ça, c'était la quatrième chose. La cinquième chose, et la dernière pour moi, c'est ce que Napoléon, ça me rappelle Napoléon. Quand on disait à Napoléon, tel général est fort, avec lui on peut aller au combat, tu vas voir, il va te faire des stratégies, on va gagner la guerre. Vous savez ce que Napoléon disait? J'ai dit ça au DG, toi tu n'es pas dedans. Napoléon, il posait une question. Ça va vous sembler toute bête. Il demandait, est-ce qu'il a la chance? Est-ce qu'il a la chance? On dit, vous êtes fort, est-ce qu'il a la chance? Ce général-là, est-ce qu'il a la chance? Après, vous pouvez me dire, est-ce qu'on peut agir là-dessus ou pas? On dit souvent, il faut savoir provoquer sa chance. On dit également, il faut savoir saisir sa chance. Voilà. La chance est capitale. Parfois, vous n'avez pas la main là-dessus. Parfois, vous avez la main. Mais il faut savoir la saisir si elle se présente. Il faut savoir la reconnaître. Et il faut savoir peut-être la provoquer. Le fait de sortir de chez soi, le fait de se faire des amis. Parce que l'autre nom de la chance, c'est les rencontres. C'est les rencontres qui vont changer votre vie. Tout à l'heure, je parlais. Moi, si je suis devant vous aujourd'hui en train de parler, c'est parce que j'ai rencontré un jour Abdourahmane Sissé. Il y a longtemps, peut-être, mais je l'ai rencontré un jour. Et on a fait chemin ensemble. Et quand il est devenu quelqu'un, il m'a dit, viens travailler avec moi. Et chemin faisant, d'autres personnes m'ont vu, m'ont apprécié, ils m'ont amené à des postes de responsabilité jusqu'au Premier ministre, dont je suis l'un des proches collaborateurs aujourd'hui. C'est les rencontres. Les rencontres, c'est la chance. Il faut savoir les saisir. Si vous êtes répulsif, si vous faites peur à tout le monde, si vous parlez mal à tout le monde, si vous êtes arrogant, personne ne voudra être avec vous. Que vous ayez 20 en maths ou pas. Ici, il n'y a personne avec vous, Dieu n'agira pas dans votre vie parce qu'il agit à travers les hommes. Les hommes, c'est la chance, les rencontres que vous faites. Donc, savoir provoquer vos chances, savoir saisir vos chances. J'ai vraiment fini là par une anecdote qu'un aîné m'a raconté ce week-end dernier. Le week-end dernier, un aîné que j'aime bien parce qu'il fréquente les chefs d'État et il a fréquenté des grands chefs d'État qui sont déjà passés. Donc, c'est des expériences qui sont toujours importantes pour nous et pour vous. Je vous le dis, pas parce que vous le dites que je le connais, mais je le trouve très intéressant. Et je partage ce qu'il m'a dit quand on dînait samedi dernier. Il m'a dit un jour, jeune frère, j'étais allé voir le président Bongo. Le président Bongo, qui connaît bien les hommes, il a vu que j'étais pas dans mon assiette. Quand il a regardé mon visage, il savait que j'étais inquiet. Et pendant qu'on était en équipe, le président Bongo s'est éclipsé, il a allé dans une des salles de son palais, et puis il a demandé à un de ses gardes du corps, par une voie détournée, d'aller me chercher que je vienne vers lui. Et quand il arrive au président Bongo, le président Bongo lui dit ceci: mon fils,
La chance, c'est comme un cheval au galop. Parfois, il s'arrête devant ta maison. Quand elle s'arrête devant ta maison, faut pas dire, est-ce que je sais monter à cheval ou est-ce que je ne sais pas monter à cheval? Faut monter dessus. Et il dit, aujourd'hui, tu es en face de moi. Moi, là, je sais que tu as des problèmes. Mon fils, dis-moi, quel est ton problème? Voilà, c'est pas que tu ne faut pas quitter ici avec ce problème-là. Je sais que tu vas pas le dire, mais en te regardant, je sais que je connais, je sais que tu es soucieux. Je dis, ah, ouais, monsieur le président, c'est vrai. Vraiment, vous avez remarqué, c'est vrai, j'allais pas vous le dire parce que je voulais pas, voilà, vous déranger, mais j'ai tel souci. Dis-le. Il a dit son problème. Vous pouvez régler son problème. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est sur cette anecdote de comment on saisit sa chance. Il faut saisir sa chance. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le cran de pouvoir sortir de sa coquille, de sa zone de confort. C'est sur cette anecdote voilà, qu'on a partagé avec moi il y a une semaine, que je partage avec vous aujourd'hui. Et sur ces quelques mots de grand frère à petit frère, et avec la bénédiction de mes aînés, que je voulais clore ce discours non conventionnel pour vous donner quelques clés de ce que je pense être quelques clés du succès modestement. Merci beaucoup pour l'opportunité. Et à très bientôt pour le panel. Merci. Oui, merci M. Kouyaté. Nous vous remettons maintenant sur le podium en tant que panéliste. Vous installez déjà. Et je vais appeler à sa suite Madame Kouadio Véronique. Madame Kouadio Véronique, si elle est là, qu'elle vienne. J'appelle également Monsieur Arthur Porquet, Monsieur Mathias Kouassi, Monsieur Janvier Habit, et bien sûr le parrain du jour, Dr Diaby, directeur général de l'INPHP. Et pour mener ce débat, je vais inviter ici maintenant Monsieur Yann Cédric. Et donc notre premier panel s'intitule « Pour réussir mes études supérieures, qu'est-ce que j'aurais voulu savoir avant l'obtention de mon bac ?» Monsieur Cédric. Bah, j'espère que c'est pas pour moi que vous êtes debout. On peut s'asseoir. À l'attention des chasseurs de vue, prenez bien les photos là. Je vais sauter sur mon cheval au galop tout à l'heure. Voilà. Mesdames et messieurs, Monsieur Henri Koula, proviseur du lycée scientifique. Excusez-moi que je ne vous cite pas dans la préséance, vous avez la qualité de panel. Monsieur Koulibaly Dounian, de l'amicale des anciens du lycée scientifique. Chers aînés, As. Mesdames et messieurs, les élèves du lycée scientifique, il faut qu'on considère votre présence. Protocole observé, bonjour. J'ai l'insigne honneur et la lourde responsabilité de conduire des échanges avec vos aînés qui sont sur le podium ici avec moi. Mais avant cela, je me ferai fort de situer le contexte de ce panel. Vous avez l'opportunité aujourd'hui d'avoir des personnes qui étaient à votre place il y a quelque temps, qui ont vécu les réalités que vous avez, qui se sont trouvés à une croisée de chemin, qui ont dû décider pour leur vie. Le lycée est un cycle.
mais le lycée est un cycle qui gouverne notre vie. Nous n'avons aujourd'hui aucun doute quant à la qualité académique que vous présentez. Monsieur le proviseur fait tout ce qui est humainement possible pour que vous soyez dans un terreau fertile pour développer vos compétences académiques. Malheureusement, les programmes à l'école ne nous disent pas tout. Les programmes à l'école nous donneront la base. Il est nécessaire que le partage d'expériences nous permette d'avoir un contenu distinctif. Aujourd'hui, avant de commencer, je vais vous inviter à prêter franchement attention. Soyez bien conscients que les informations que vous aurez maintenant sont des informations qui doivent vous aider à orienter au mieux votre vie. J'ai suivi avec grande attention comme vous étiez émergés à chacune de leurs interventions. Mais notre souhait, en tant qu'aînés à votre service à travers l'amicale des anciens, c'est que vous fassiez bien mieux que ce qu'ils ont déjà fait. Avant de commencer l'opportunité individuellement aux panélistes de se présenter, avec votre permission, j'ai établi un canevas. Voilà. Nom, prénom, fonction, série du bac et année d'obtention du bac. Bon, ou on va dire simplement la promotion A, c'est voilà. Donc, cher Edé Moussa. Moussa Kouyaté, Comité national de pilotage des partenariats publics-privés, qui est une unité de l'État de Côte d'Ivoire, logée à la primature. Je suis AS20. Merci beaucoup. À sa suite, monsieur le parrain. Moussa Abdulkader Diaby, directeur général de l'INPHB, AS22. Parrain de la promotion terminale. Oui, on voit que en terminale, la gente féminine est plus qu'au front. Donc, on va permettre également à la DAB qui est avec nous aujourd'hui de se présenter. Donc, bonjour tout le monde. Je ne pense pas que j'ai eu l'occasion de saluer tout le monde et ça fait plaisir d'être ici. Alors, je suis Véronique Kouadio. Je suis AS20, donc j'ai eu le bac en 97 et je suis directrice marketing et communication adjointe à Société Générale Côte d'Ivoire, la banque. Merci beaucoup. Son voisin à la suite. Bonjour à tous. Je suis Jean-Vie Avit, directeur général de Global Energy Ventures. Je suis de la promotion 2003, AS26, bac C. Merci beaucoup. Merci. Je suis Kwasi Mathias, directeur général adjoint de la compagnie ivoirienne d'électricité, en charge du pôle distribution et commercialisation. J'ai eu mon bac C en 1983. Donc, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Bonjour à tous. Je suis Dr Porquet Nyangoran Arthur. Je suis neurochirurgien en poste à l'hôpital militaire d'Abidjan. Je suis de la promotion AS22. J'ai eu mon bac en 1999. Merci beaucoup. Ce qu'il y a à noter, c'est que nous avons des profils variés, de la banque à la médecine spécialisée, en passant par l'administration, dans des fonctions publiques ou du secteur privé.
Ceci nous permet de couvrir un éventail large, justement, de compétences. Mais sans plus tarder, la première question qui trotte. Vous avez des profils variés. Pourtant, nous venons de confirmer que nous avons tous eu le bac. Comment est-ce que nous nous sommes orientés dans notre premier cycle, juste après le bac? Donc, avant la préparation de l'examen final, on avait déjà des idées. Est-ce qu'on avait déjà vu le bouquin avec prépa HEC? On avait déjà des conseillers. Comment est-ce qu'on a choisi la filière d'orientation? Sur quels critères on a choisi cette filière-là après le bac? Je voudrais préciser que suite à nos échanges liminaires ici sur le podium, nous allons permettre une lucarne pour que vous aujourd'hui, pour qui nous sommes là, puissiez avoir l'opportunité de poser quelques questions à nos panélistes. Donc, bon, je pense qu'on a déjà préparé HEC. On va laisser DG répondre. Voilà. Bon. Avant de répondre à la question, effectivement, quand j'intervenais tout à l'heure, j'avais pas repéré les camarades de promotion qui sont venus massivement. As22, bon, Porquet est avec nous ici. Je sais pas s'il joue toujours au basket. Et en tout cas, merci d'être venu soutenir tous les jeunes également. Bien, moi j'ai eu mon bac en 99 comme Porquet. Et comme l'a dit Aîné Kouyaté, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas accès à toutes ces informations. Je trouve que les jeunes ont beaucoup plus d'informations même que leurs aînés et leurs parents. Et pour moi, ça s'est fait un peu comme Kouyaté l'a dit. J'ai bénéficié d'une bourse, une bourse de l'État de Côte d'Ivoire pour aller faire les classes prépa à Paris. Mais en fait, j'aurais pu faire autre chose. Puisque quand j'ai eu le bac, j'avais été présélectionné parmi, on était une promotion de 40 au niveau de la Côte d'Ivoire, mais il y avait 18 personnes du lycée scientifique qui étaient dans la promotion de 40 qui sont allés à Paris. Et dans le même temps, j'avais aussi été sélectionné pour avoir une bourse pour aller faire des études de médecine au Maroc. Voilà. Je devais aller au Maroc aussi. Et donc, je partais au Maroc quand j'ai été recherché, parce qu'il y avait pas Internet, il y avait pas non plus de téléphonie mobile. Donc, le directeur des bourses me cherchait partout. Et heureusement, ils sont tombés sur un de mes amis. Il a parlé de réseau. Ma chance est arrivée comme ça, parce que j'ai un de mes amis qui s'est retrouvé à la direction des bourses, à qui ils ont demandé, mais est-ce que tu connais pas Diaby? Donc, il connaissait chez moi, il est arrivé chez moi et il dit, mais on te cherche depuis là, tu dois aller en France pour faire tes classes prépa. Donc, à la réalité, j'ai même pas choisi de partir. Donc, ouais, c'est un peu ce manque d'information que vous avez. J'étais un peu comme vous, major de classe, mais j'étais pas major de promo parce qu'il y avait 20 qui étaient là. Mais j'ai pu bénéficier, j'ai été sélectionné dans le secret par l'administration et c'est comme ça que j'ai eu l'information que je devais aller faire les classes prépa en France. Bon, on m'a dit PCSI, je sais même pas ce que c'était. J'ai des amis qui sont allés faire MPSI, j'ai dit mais pourquoi il faut MPSI, nous c'est PCSI. Donc ça dit vraiment, et puis il y en a qui faisaient prépa HEC. C'est quoi tout ça? Bon, peut-être que si on m'avait demandé, je vois que les gens qui font commerce, ça paye mieux là-bas. Hein. Voilà. Donc il y a vraiment quelques éléments que j'avais pas du tout, mais je regrette pas. Hein. Je regrette pas parce que au final, bon, ça va. Merci beaucoup. C'est le doyen au niveau des promotions représentées ici, donc il occupe de très hautes fonctions au niveau de la compagnie ivoirienne d'électricité. Mais il va nous dire justement, sorti de la 6e promotion, comment est-ce qu'il s'est orienté dans son cursus universitaire. Voilà, merci. C'est à peu près, on était dans la même situation que Monsieur Diaby. En 83, d'abord j'avais un rêve. Je voulais être pilote de chasse. Bon, ça c'est les rêves d'enfant. Hein. Voilà. Et puis on avait comme parrain le général Koulibaly. Donc il était le pilote du président Houphouët-Boigny. Donc je l'ai rencontré. Je lui ai dit bon moi je voulais pilote de chasse. Il m'a dit bon jeune homme, si vous voulez pilote de chasse, en fait je vous apprends.
On n'a pas d'avion de chasse ici. Donc, si vous voulez période commerciale, etc., j'ai dit non, donc j'ai abandonné. Et donc, au moment où j'avais le bac, je savais pas trop ce que je devais faire. Mais en ce moment, il y a l'NCA qui était à Abidjan et qui venait d'être transféré à Yamoussoukro, ici. Et donc, du coup, on avait l'information qu'il y a une autre grande école en plus de l'NSTP. À l'époque, je dis les anciens noms, hein. Voilà. Et donc, là, on s'est dit, bon, écoutez, bon, on va faire le concours, on va partir. Donc, j'ai fait le concours de l'NCA, j'ai fait le concours, il y a une autre école qui s'appelle ENIS. Bon, j'avais eu les deux puisque le concours s'est passé la même journée. Et plus tard, j'avais une bourse aussi pour aller à lycée Montaigne. Mais ça, c'était au moment où j'avais fait le choix. Et il y avait aussi un concours sur l'école supérieure interafricaine d'électricité de Bénierville. J'avais fait ce concours aussi, et j'étais reçu. Pourquoi? Parce que, à l'époque, à un moment donné, les entreprises venaient même au lycée pour nous expliquer un peu ce qu'on devait faire. Donc, c'est là qu'on essayait de choisir les filières. Donc, finalement, j'ai choisi donc pour faire l'électricité. Et pour revenir à ce que votre aîné disait, hein, sur l'humidité, on avait fait une présélection. Et puis après, on devrait passer devant un jury où on doit vous éprouver. Et moi, j'arrive, on me donne un exercice de physique que vous connaissez, hein. On lance un solide avec un angle alpha 0, avec une vitesse. J'avais déjà tellement... voilà, j'avais tellement bossé ça, j'étais à l'aise. Et là, je n'ai pas suivi son conseil, j'ai manqué d'humilité. Et je m'étais positionné comme un professeur qui était en train d'expliquer les choses au jury. J'ai dit, isolons le solide. Et je les regarde un peu, inventaire des forces extérieures. Bon, voilà, etc. Quand j'ai fini, il y a un membre du jury, il s'appelle M. Dakofi, dit, tu as fait l'exercice avant. Allez, on lui donne un autre exercice. Du coup, il était très en difficulté. Bon, ben, Dieu merci, ça avait marché. Et donc, c'est comme ça que j'ai choisi. Et 2 mois après, c'est là que j'ai vu que j'avais eu une bourse, mais il était, bon, je voulais même pas. De toute façon, ma famille pouvait pas me financer, donc, ce voyage. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis resté dans l'électricité et je regrette pas non plus. Aînée Véronique, du lycée à la banque. D'accord. Alors moi, mon parcours, il était un tout petit peu différent et c'est pour vous montrer qu'il y a la réorientation qui existe. Ça veut dire quoi? Vous pouvez vous lancer, choisir, faire un choix qui est bon ou qui est pas forcément ce que vous voulez et après vous réorienter. Je vous explique. Déjà, au lycée, j'ai eu un bac D avec mention. Et ensuite, je pensais à faire des choses que j'aime, faire du marketing, de la communication. J'aimais être proche des gens, proche des clients et tout ça. Et mes parents, ils me disent, bac D, mention, pharmacie. Il faut faire pharmacie ou médecine. Donc, ça veut dire, mon choix n'était pas important. C'était pharmacie ou médecine, des choses comme ça. Donc, il y a une chose que j'aimerais vous dire. Faites confiance à vous-même. Essayez de regarder en vous, qu'est-ce que vous voulez réellement. Quand je dis qu'est-ce que vous voulez, c'est quel genre de personne vous voulez être. On ne parle pas forcément de métier, ainsi de suite. Peut-être que vous savez que vous voulez apporter de l'aide aux gens, vous voulez, je veux dire, aider votre communauté, donc peut-être dans l'humanitaire, ainsi de suite. Donc ça vous permet d'avoir un éventail d'activités ou de métiers qui pourraient vous intéresser. Donc je continue mon aventure. Je suis allée m'inscrire en tronc commun de pharmacie. Mais vous ne pouvez pas réussir dans la vie si vous n'aimez pas quelque chose et si vous ne travaillez pas. Les deux choses sont super importantes. Et évidemment, la première année m'a montré qu'il fallait être humble. Je sors avec un bac avec mention. Pour moi, ça allait être évident même si je ne travaille pas. Donc la première année était un échec total. J'étais sidérée, c'était la première fois et la seule fois de ma vie que j'échoue à quelque chose. Donc, quand c'est comme ça, je me suis mise à réfléchir. Je me suis dit, finalement, il faut que je pense à faire quelque chose qui me convient, qui va avec ma façon d'être et ce que je veux. Alors, j'ai échangé avec mes parents.
Donc je leur dis, mais franchement, c'est vrai que je pouvais reprendre l'année de pharmacie et tout, mais non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, par exemple, je pourrais amener les gens à aimer quelque chose, ressortir leurs besoins. Donc j'ai commencé à parler. Mon père avait à l'époque une vieille Mercedes, une voiture, parce qu'il était dans l'administration, et il avait des plantations. Donc j'ai commencé à lui expliquer comment ça pouvait être important pour lui de prendre un véhicule 4x4 pour aller en plantation parce que c'est mieux et ainsi de suite. Alors je lui expliquais, je lui ressortais le besoin en fait pour lui d'avoir ce type de véhicule. Donc il me regardait et dit ah oui c'est important. Je dis ben voilà. Donc c'est le marketing et la communication qui me convient. Je peux pas rester dans cela. Et donc c'est comme ça que je me suis inscrite en marketing communication. J'ai commencé par le cycle court pour être prudent. Donc ça commence déjà par savoir ce qu'on veut soi-même et avoir de la détermination, de l'abnégation. Je me suis inscrite dans un cycle court et j'ai fait 2 années. 2 années BTS DUT, j'ai eu mon diplôme. Mais on sort pas du lycée scientifique pour faire BTS DUT, c'est pas possible. C'est vrai, il y a l'humilité, mais on sait ce qu'on vaut. Donc ça, c'est important. Et donc, je me suis dit, ok, je continue un cycle long, mais étant donné que je savais ce que je voulais, pour y arriver, quand même, je voulais avoir de l'expérience professionnelle. C'est important. Donc, il faut savoir ce qu'on veut, échanger avec les gens. Autour de moi, on voyait que la téléphonie mobile commençait à être créée. Il y a eu les Télécell, Orange et tous. Et dans le monde entier, tout ce qui était digital. On va couper ces noms-là, hein, pas Voilà. de publicité. Merci. Donc, tout ça, ça commençait à être développé. Je me suis inscrite pour continuer en cycle long. Donc, pendant que je me suis inscrite, j'ai postulé comme ça, pour voir si je pouvais être prise dans le milieu du travail et tout. Et là, j'ai été acceptée. Donc, très jeune, en 2001, j'ai eu mon premier CDI, premier boulot et tout, inscrite à la CNPS. Mais je voulais pas travailler avec juste ce petit diplôme-là. Donc, il y a la détermination qu'il faut que vous ayez et avoir une vision. Vous savez où vous voulez aller, c'est important. Donc, je me suis dit, OK, comment je fais? Je vais pas quand même laisser tomber le CDI. J'ai continué à travailler et m'inscris à l'INPHB Abidjan en cours du soir. Il faut vraiment de la détermination parce que c'est pénible. On va au travail le matin, il y a des choses à faire et le soir, il faut bosser. Bon, on est habitué au décapé, donc ça va. Donc le soir, il faut bosser, travailler et tout. Et j'ai fait ça pendant 3 ans, sorti le diplôme d'ingénieur. Après, j'ai continué ma carrière dans les télécoms et autres choses. Et là, je me retrouve dans la banque. Donc pour vous dire déjà, faut savoir ce que vous voulez. Même si autour de vous, on vous dit, il faut faire ci, ça c'est bien. Savoir ce que vous êtes capable de faire et ce que vous ne voulez pas du tout. Avoir de la détermination et de l'abnégation pour continuer. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Merci. À sa suite, monsieur Avit. Ben, moi, l'histoire est un peu comme l'histoire de l'aînée Véronique. Les parents, le père projetait sur moi la médecine ou la pharmacie. Le grand frère projetait plutôt commercial parce que il gagne beaucoup plus et plus rapidement. Mais tout jeune, je dis enfant, j'avais déjà vraiment, je dirais, l'amour de tout ce qui est ingénierie. Voilà, donc très tôt, c'était vraiment ça mon choix. Et pour l'anecdote, au lycée, on avait une amie avec qui, une fois, on discutait en première, ben, qu'est-ce qu'on fait après le bac? Eh ben, moi, je vais aller faire SK, moi, je vais faire ECS. Eh ben, moi, j'ai dit, je vais faire généraliste. Je serai ingénieur généraliste. Ah, mais non, tu sais, les ingénieurs techniques, ils gagnent pas beaucoup d'argent, hein. C'est plutôt chez les commerciaux que ça se passe. Ah, je lui ai dit, bon, on se donne rendez-vous après l'école, dans 5 ans, et puis voilà, on en reparle. Donc, j'ai eu la chance aussi d'avoir mon frère qui était déjà. Donc, les samedis, lorsqu'on avait la possibilité, je venais et j'avais la chance avec tous ses amis de connaître un peu les filières, même avant de venir à l'INPHP. Donc, dans ma tête, c'était clair. Il a milité pour que je ne fasse pas, parce que lui, il a fait plutôt ingénieur électronique, mais il a milité pour que je fasse commercial. J'ai dit non. Tiens.
Voilà. Donc je m'en tiens à ma position. Je ferai de la technique prépa et donc c'était vraiment choisi depuis, je dirais, la seconde, et parce que j'ai eu la chance aussi, comme l'aîné Kouyaté l'a dit, d'avoir l'information, d'avoir des modèles, de savoir ce qui était disponible pour moi. Voilà. Donc c'est comme ça. Et l'autre point, c'est vraiment la réorientation. Parce que en quelques années, j'ai eu l'occasion de commencer par les télécoms, quoique industriel de formation. J'ai commencé par les télécoms. Après, je suis allé dans le pétrole. Sorti du pétrole, revenir dans l'agro-industrie, les assurances. Là aujourd'hui, retour au pétrole. Voilà. Donc, il y a toujours des possibilités de pouvoir bouger, de pouvoir se réinventer, mais avoir toujours une idée claire de ce qu'on veut faire, de ce qu'on souhaite être. Sinon, ça sera difficile. Bon, visiblement, nous tous qui sommes ici, les parents ont souhaité que nous nous orientions vers les sciences médicales. Il y a un qu'ils ont pu avoir, donc on va lui permettre de... Merci. Alors, bon, avant de venir, le modérateur m'a demandé de ne pas faire la talakou de ceux qui sont là, mais vraiment, je vais demander pardon. Parce que vous savez, nous les médecins, faut pas nous provoquer. Quand vous nous provoquez, on fait des trucs kilométriques, mais je vais essayer d'être un peu succinct. Excellence, Monsieur Moussa Kouyaté, président du Conseil national des partenariats publics et privés. Monsieur Moussa Diaby, directeur général de l'INP, HP. Monsieur Koula Henri, proviseur du lycée scientifique de Yamoussoukro. Chers aînés du lycée scientifique de Yamoussoukro, chers promo AS22, merci, chers cadets AS, chers présidents Tougnon, chers assistances en vos rangs, grades et qualités, je vous salue respectueusement. Alors, parler de l'orientation après le bac est un exercice qui est délicat, c'est aussi un honneur. Alors, avant toute chose, je pense qu'il faut rendre gloire à Dieu, n'est-ce pas? Celui qui permet toute chose. Que son nom soit élevé à jamais. Merci. Alors, comme disent les anglo-saxons, tips and tricks, trucs et astuces. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la question est de savoir pourquoi choisir une carrière, pourquoi choisir une vocation. Alors, pour ma part, il faut le faire, comme les aînés l'ont dit, parce qu'on a une vocation. C'est-à-dire que faut faire les choses aussi par amour. Faut pas seulement faire les choses parce qu'il y a de l'argent dedans. Non. Il faut faire quelque chose qui vous fait vibrer intérieurement. Cette chose qui va vous permettre de faire les décapis. Cette chose qui va vous permettre d'avancer lorsque vos camarades peut-être seront apparemment, ils auront plus d'argent et vous serez en train de faire votre formation. Il faut être courageux. Il faut aimer ce que vous faites. Alors, vous pouvez prendre des exemples. Généralement, c'est ce qu'on fait. On a quelqu'un, c'est la scène émulation. On a quelqu'un qui est devant et on veut lui ressembler. Donc ici, vous avez vraiment un parterre de personnalités, d'anciens, d'aînés, qui peuvent vous inspirer. Alors, mon expérience personnelle. Peut-être que le promo, Moussa Diaby ne se rappelle pas, mais en terminale, ils ont un groupe de frères avec qui ils prient, ils sont des musulmans. Ce sont aussi mes amis. Donc, une fois comme ça, je me déplace pour aller les saluer. Donc, faut être proactif, faut pas attendre que ça vienne nous trouver. Et dans leur discussion, j'entends qu'il y a des bourses pour le Maroc. J'ai dit, ah bon? Il y a des bourses pour le Maroc? Oui. Ah, d'accord. Et comment ça se passe? Donc, au ministère des Affaires étrangères, vous déposez vos dossiers depuis le premier trimestre. On étudie vos dossiers et après, on prend les meilleurs. Donc déjà, vous avez l'information.
Donc de fil en aiguille, je dépose mon dossier et la chose aussi importante, faut pas se fermer. C'est-à-dire, il faut avoir plusieurs options. Option 1, option 2, option 3. Et c'est dans ces options que vous choisissez après. Donc, je suis sélectionné pour aller au Maroc en médecine avec lui, même s'il m'a abandonné. Chers collègues. En même temps, je suis reçu en minégéologie au Maroc et je suis reçu ici, à l'ESCA, en même temps. Ok. Alors, donc, j'ai toujours voulu aller voir ailleurs, j'ai toujours voulu découvrir de nouveaux horizons. Aussi, j'ai toujours voulu sauver des vies. Alors, quand l'occasion s'est présentée, je n'ai pas hésité. Je suis parti au Maroc et j'ai fait ma formation là-bas. Donc, terminal D, mention assez bien, bac 99. L'aventure commence. Alors, la présence des aînés, c'est quelque chose qui est vraiment capital. Je ne sais pas comment je vais expliquer cela. Parce que déjà, ici au lycée, les anciens de la terminale, ou de la première, j'aurais pu, il y avait l'ancienne Tavares et autres, qui m'ont conseillé sur la voie à suivre. Ensuite, au Maroc, ce sont les aînés qui nous ont accueillis. C'était vraiment difficile, la première année. Parti là-bas, tout ça. Et de fil en aiguille, nous sommes rentrés dans l'association des étudiants ivoiriens au Maroc. Nous avons été secrétaire général, tout ça. Pour vous dire que il faut pas se fermer. Il faut toujours échanger avec les amis, les bons amis, qui vont vous donner de bons conseils. Alors, après, quand j'ai commencé la médecine, j'ai voulu faire la médecine pour faire chirurgie. Je dis bien, quand j'ai commencé ma médecine en l'année 2000, j'ai fait ça pour être chirurgien déjà. Parce que je voulais pas faire de spécialité seulement pour prescrire des médicaments. Je voudrais savoir ce qui se passait dans le corps humain. Donc, opérer, disséquer et sauver des vies. Alors, donc là-bas, j'ai eu le diplôme de médecine avec mention aussi au Maroc. Et après, s'est posé la problématique, fallait-il partir en France, fallait-il partir aux États-Unis ou au Canada? Personnellement, je me suis dit que je devais rentrer dans mon pays pour pouvoir impacter ma génération, pour impacter mon pays, changer quelque chose, apporter quelque chose de nouveau. Donc ça, c'était, on fait médecine. Aussi, la médecine, ça dure 7 ans. D'accord? Donc, j'ai fait mon doctorat de médecine en 7 ans. Je suis rentré, c'était pas facile. Forcément, parce que mes promotionnaires qui avaient fait l'ingénierie, on va dire, étaient déjà diplômés depuis longtemps. Ils étaient même des cadres dans leur entreprise. Mais quand je suis rentré, je ne suis pas découragé, parce que j'avais un objectif bien précis. J'ai voulu faire la neurochirurgie. Pourquoi la neurochirurgie? Parce que j'ai estimé que c'est une discipline d'avenir. Il n'y en a pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Hein. Actuellement, c'est peut-être 30 neurochirurgiens pour 30 millions d'habitants. Ça fait qu'un neurochirurgien par million d'habitants. C'est pas beaucoup. Aussi, c'est une discipline d'avenir parce que après, il y a le développement de la recherche, tout ça, beaucoup de choses. Donc, je suis rentré, j'ai commencé ici et j'ai terminé en Europe. J'ai fait Bruxelles où j'ai eu le master spécialisé. J'ai eu le diplôme européen de la colonne vertébrale. J'ai eu le certificat au Bordeaux, à Strasbourg, bref. Et actuellement, je fais de la recherche. J'ai un master 2 de recherche de neurosciences. Pour vous dire que ce n'est que le début. Rien n'a encore commencé. Rien n'a encore commencé. Vous devez garder le moral. Le moral, c'est ce qui est important. D'accord? Et au fil du temps, vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Donc voilà, succinctement, je vais peut-être m'arrêter là, j'étais un peu long, mais je tenais quand même à tout dire. Merci. Merci beaucoup, docteur. Mais il y a quelque chose qui revient.
La présence dans un établissement d'excellence vous a mis dans une position confortable quant à votre orientation. Pour la majeure partie d'entre vous, vous n'avez pas eu un choix. Donc ce choix ne vous a pas été imposé. Que vous ayez les informations ou pas, c'est un autre cas, mais vos profils vous ont donné accès à plusieurs curricula. Donc certains ont eu des options